Gabrielle Sidonie Colette, 1873-1954, qui choisira comme nom de plume le patronyme Colette, est une figure majeure de la littérature du XXe siècle. Elle quitte sa Bourgogne natale à 20 ans pour épouser Henri Gauthier-Villard, dit Willy, un journaliste parisien en vogue. C'est lui qui poussera Colette à écrire ses premiers cahiers de souvenirs d'enfance qui deviendront une série de romans à succès, les Claudines. Colette, dès lors, ne cessera plus d'écrire sur l'amour, la désillusion, les animaux, le pays natal et les absents. Vers 1905, le mariage de Colette et Willy va mal et Colette cherche à s'émanciper de cet époux volage qu'elle a néanmoins follement aimé. Elle va alors défier tous les codes et vivre une existence transgressive pour l'époque, aux côtés de Mathilde de Morny, alias Missy. Missy est une aristocrate qui s'habille en homme et se fait appeler Oncle Max. C'est à cette époque également qu'elle débute une carrière en musical, sans pour autant cesser d'écrire. De 1907 à 1910, Colette se rend plusieurs fois en vacances au Crotoy, en baie de Somme, dans la villa Belle Plage de Missy. Dans le recueil de nouvelles Les Vrilles de la Vigne, publié en 1908, écrit un peu comme peignent les impressionnistes par petites touches qui poétisent le réel, Colette mêle rêverie et réflexion sur des thèmes très divers. 3 nouvelles sont dédiées à Missy, Nuit blanche, Jour gris et Le dernier feu. Dans la nouvelle intitulée Jour gris, la narratrice, qui se plaint d'être loin de son pays natal. S'ensuit une rêverie éveillée, parfois proche du poème en prose, par la poésie de la langue dans laquelle Colette invite sa compagne et le lecteur à un voyage sensoriel dans son pays natal. Notre fil directeur cherchera à montrer comment l'écriture parvient à transfigurer les paysages de l'enfance perdue pour créer une réminiscence enchantée. Premier mouvement, transformer le transitoire en éternel. Deuxième mouvement, le retour au réel. J'appartiens à un pays que j'ai quitté. Tu ne peux empêcher qu'à cette heure s'y épanouisse au soleil toute une chevelure embaumée de forêt. Rien ne peut empêcher qu'à cette heure l'herbe profonde y noie le pied des arbres d'un vert délicieux et apaisant dont mon âme a soif. Viens, toi qui l'ignores, viens que je te dise tout bas, le parfum des bois de mon pays égale la fraise et la rose. Tu jurerais, quand les taillis de ronces y sont en fleurs, qu'un fruit mûri on ne sait où, là-bas, ici, tout près, un fruit insaisissable qu'on aspire en ouvrant les narines. Tu jurerais, quand l'automne pénètre et meurtrit les feuillages tombés, qu'une pomme trop mûre vient de choir, et tu la cherches, et tu la flaires, ici, là-bas, tout près. Écoute encore, donne tes mains dans les miennes. Si tu suivais dans mon pays un petit chemin que je connais, jaune, et bordé de digital d'un rose brûlant, tu croirais gravir le sentier enchanté qui mène hors de la vie. Le chant bondissant des frelons fourrés de velours t'y entraîne et bat à tes oreilles comme le sang même de ton cœur, jusqu'à la forêt là-haut où finit le monde. C'est une forêt ancienne, oubliée des hommes, et toute pareille au paradis. Écoute bien, car, comme te voilà pâle et les yeux grands, que t'ai-je dit? Je ne sais plus, je parlais de mon pays pour oublier la mer et le vent. Te voilà pâle avec des yeux jaloux. Tu me rappelles à toi, tu me sens si lointaine. Il faut que je refasse le chemin, il faut qu'une fois encore j'arrache de mon pays toutes mes racines qui saignent. Me voici, de nouveau je t'appartiens. Je ne voulais qu'oublier le vent et la mer. J'ai parlé en songe. Que t'ai-je dit? Ne le crois pas. Je t'ai parlé sans doute d'un pays de merveilles où la saveur de l'air enivre. Ne le crois pas, n'y va pas, tu le chercherais en vain. Tu ne verrais qu'une campagne un peu triste, qu'assombrissent les forêts, un village paisible et pauvre, une vallée humide, une montagne bleuâtre et nue qui ne nourrit pas même les chèvres. L'utilisation du pronom personnel de première personne, ici 2 fois, donne une dimension autobiographique à l'extrait. La première phrase est concise, simple dans sa formulation, mais elle marque le déchirement entre la narratrice et son pays d'origine. On le voit par l'opposition entre le présent, ici, j'appartiens, qui est le moment de l'énonciation, et qui exprime un lien affectif fort avec ce pays, et le verbe quitter qui, lui, est employé au passé composé, c'est-à-dire qui décrit une action passée, qui est achevée, mais qui peut avoir une incidence sur le présent. Cette incidence, ici, c'est la nostalgie douloureuse, le sentiment de perte et de manque que l'on entend dans cette phrase, puisqu'il y a appartenance à ce qui n'est plus. Deuxième phrase, tu ne peux empêcher. Ici, on a l'emploi de la deuxième personne, c'est-à-dire que on a un interlocuteur ici, une interlocutrice en réalité, puisque le texte est dédié à Missy. La négation montre que ce lien au pays natal est plus fort que l'amour. Qu'à cette heure, le complément circonstanciel de temps, qu'à cette heure donc, marque une simultanéité entre ici et là-bas,
et va marquer le lien indestructible qui unit la narratrice à ce pays. Même absent, elle le voit, elle l'entend, elle le touche. Le verbe épanouir ici, et le terme soleil, donne vie au paysage qui apparaît comme lumineux. Toute une chevelure embaumée de forêt. La métaphore de la chevelure embaumée de forêt nous fait pénétrer dans un univers onirique. Et cette métaphore suggère la richesse, la vitalité de la nature. Le mot forêt est au pluriel. Mais elle lui donne aussi une dimension sensuelle, parce que la chevelure embaumée, ici, n'est pas sans rappeler le voyage baudelairien, puisqu'ici c'est l'olfactif qui est convoqué. Enfin, l'assonance en et dans les mots épanouissent, embaumé, forêt, crée une harmonie sonore. Rien ne peut empêcher qu'à cette heure l'herbe profonde. Alors, rien ne peut empêcher qu'à cette heure, nouvelle négation ici, mais plus forte que celle que nous avions au-dessus, puisque cette négation est exprimée par l'adverbe rien, qui inclut aussi le tu, et tout le reste d'ailleurs. Rien ne peut empêcher. La description de ce qui se passe là-bas envahit le présent, qu'à cette heure, qu'on avait déjà au-dessus. Et cette locution reprend la simultanéité précédente et donne l'impression que la narratrice se dédouble, à la fois ici et là-bas, simplement par le pouvoir de la mémoire. Une mémoire réactivée ici par les sens. La métaphore de l'herbe profonde qui noie le pied des arbres évoque l'idée de profusion, de générosité de la nature. Le choix des adjectifs, vert, délicieux et apaisant, donne une sensation de bien-être, de fraîcheur douce, et se rapproche de la synesthésie. Dont mon âme a soif, ici la relative, et le mot soif, évoque la nostalgie du pays natal. Cet éloignement, c'est comme un assèchement physique, mais aussi spirituel, et les points de suspension laissent entendre ce manque. Viens, toi qui l'ignores, viens que je te dise tout bas. On a un impératif qui renvoie à nouveau à cet autre que Colette s'apprête à mettre dans l'intimité de la confidence, et que je te dise tout bas. Donc c'est une intimité qui est marquée, et la narratrice semble donc prête à dévoiler un secret dont elle détient la clé. Elle est initiée face à celle qui ignore. Le parfum des bois de mon pays égale la fraise et la rose. La comparaison ici fait appel à nouveau à l'olfactif et comporte une dimension sensuelle. Les sens sont convoqués et réactivés au-delà de l'espace et du temps. L'adjectif possessif mon renforce l'attachement à la terre natale et l'exclamative finale ici marque l'émotion qui envahit la narratrice. Le verbe est au présent de vérité générale, ce qui donne une dimension atemporelle à la description. Tu jurerais ici, c'est l'inclusion de l'être aimé, bien sûr, entraîné d'une certaine façon par la narratrice à travers ce pays de l'enfance. Quand les taillis de ronces y sont en fleurs, circonstanciel de temps qui indique le début de l'été, le foisonnement de la nature, qu'un fruit mûrit on ne sait où, là-bas, ici, tout près, un fruit insaisissable. Là, le ton se fait énigmatique, mystérieux, par la succession des trois locutions adverbiales, on ne sait où, même, déjà, d'accord, mais aussi là-bas, ici, tout près, et puis insaisissable. Qu'on aspire en ouvrant les narines, la proposition subordonnée relative, ici, évoque l'idée d'un parfum intense et envoûtant qui suggère une expérience sensorielle forte, presque animale. Ouvrant les narines, à travers les mots, donc, l'auteur cherche à faire renaître les sensations de l'enfance et à les partager. Tu jurerais, qui est repris anaphoriquement, donne au texte un ton incantatoire. Quand l'automne pénètre et meurtrit les feuillages tombés, après l'été, l'automne, le lexique change pour montrer les transformations du temps sur la nature. On a ici pénètre, meurtri et tombé. Qu'une pomme trop mûre vient de choir, même en ces temps difficiles, la nature donne, continue de donner, le choir, c'est tombé. Et tu la cherches et tu la flaires ici, là-bas, tout près. L'olfactif est à nouveau convoqué avec le verbe flairer, mais le verbe flairer renforce le sentiment d'un rapport animal à la nature. Et on a la reprise des trois locutions adverbiales, ici, qu'on avait juste là. C'est comme une chasse au trésor, en fait. Écoute encore, qui est une adresse directe. Maintenant, le verbe n'est plus au conditionnel, comme tu jurerais tout à l'heure, mais au présent de l'impératif. Le pays absent s'est substitué à la réalité, en fait. On a toujours cette inclusion de l'autre par l'utilisation de cet impératif de deuxième personne. Cette fois, c'est le sens auditif qui est convoqué. Donne tes mains dans les miennes. La narratrice entraîne sa compagne avec elle, physiquement maintenant, et le désir de faire connaître, de partager, se fait plus fort. La subordonnée hypothétique ici ouvre la porte à l'impossible. Il s'agit de pénétrer dans le monde de la narratrice, dans l'intimité, dans les mystères de ce monde. Il y a ici une forte valeur affective exprimée par ce possessif mon, par l'adjectif petit,
et par le verbe connaître à la première personne, qui rappelle l'intimité entre la narratrice et son pays, sa connaissance parfaite de ce paysage. Jaune et bordé, etc. La dimension poétique, onirique de la description, fait ici appel à la vue, puisqu'on a jaune, rose brûlant. Mais aussi au toucher, puisque le rose est brûlant. C'est donc une description synesthésique. Tu croirais gravir le sentier enchanté qui mène hors de la vie. Cette description onirique, donc, s'intensifie dans la suite de la phrase par des termes comme enchanté, qui est le terme par excellence du conte, du merveilleux, et expression hors de la vie. Il s'agit donc bien d'une recréation des paysages de l'enfance qui mêle les sensations, la mémoire, le présent, le passé. Le pays natal devient ainsi l'accès à une sorte de paradis terrestre. Le chant bondissant des frelons, c'est Louis, ici, qui est à nouveau convoqué par le vol des frelons. Le son est suggéré par les allitérations en F et en R, frelon, fourret, de velours. On a à nouveau ici une description synesthésique, puisque son, vue et touché vont fusionner là dans une image extrêmement poétique. Et on a l'emploi du présent, de l'indicatif, qui suggère que la scène est en train de se produire. Jusqu'à la forêt là-haut où finit le monde, l'exploration du pays natal débouche sur une échappée hors du monde, qui nous était annoncée ici avec hors de la vie. C'est un lieu magique, une forêt enchantée, forêt où finit le monde, forêt ancienne, oubliée des hommes, c'est donc une forêt mythique. Les verbes sont au présent de l'indicatif, on a bas, fini, écoute, qui brouille en fait la frontière entre rêve et réalité. Et puis il y a comme une ascension, puisqu'on a là-haut, où finit le monde, et paradis, le mot est utilisé. Donc, il y a comme une ascension qui conduit en fait au commencement, car ce jardin d'Éden n'est autre que le paradis de l'enfance que Colette tentera si souvent de rejoindre par l'écriture. L'équivalence entre la forêt de l'enfance et le paradis est exprimée par toute pareille au paradis. C'est le retour à un monde primitif, c'est le retour au monde de l'enfance. La nature, son évocation onirique, la ramène à ses origines, et la nostalgie ravive le passé, et célèbre le pays natal qui est devenu Éden, jardin d'Éden. L'espace réel a été idéalisé et transfiguré. Écoute bien car le rêve s'interrompt brutalement. La présence de l'autre ramène la narratrice dans l'instant présent. À plusieurs reprises, on a affaire à un lyrisme comme ça dialogique, par cette invitation que la narratrice fait à l'être aimé. Le retour au réel, donc, se fait par l'autre, par la présence de l'autre, comme te voilà pâle, les yeux grands, etc. L'exclamative ici, et l'interrogative qui suit, que t'ai-je dit, exprime la stupeur de l'être aimé, et en même temps la surprise de la narratrice qui semble sortir d'un moment d'absence, d'un rêve solitaire. Je ne sais plus, je parlais, etc. La négation ici, je ne sais plus, et la répétition du verbe parler, à l'imparfait d'ailleurs, donne l'impression d'un monologue intérieur, dans un état proche de l'ivresse, et dont on ne se souvient déjà plus. La préposition pour, ici, pour oublier la mer et le vent, montre que les mots qui recréent le pays de l'enfance ont permis d'échapper au présent. Oublier la mer et le vent, à ce jour gris, qui est le titre de la nouvelle. Te voilà pâle avec des yeux jaloux, reprise de l'adjectif pâle, qu'on avait déjà ici, qui marque la réaction forte de l'interlocutrice et l'emploi de l'adjectif jaloux, témoigne de la force de la fusion entre Colette et le pays natal, avec lequel aucun amour ne peut rivaliser, et qui, malgré les tentatives de la narratrice, exclut l'autre. Tu me rappelles à toi, tu me sens si lointaine, deux propositions juxtaposées. La première, tu me rappelles à toi, montre que l'être aimé et la narratrice ont été séparés. La seconde aussi, d'ailleurs, avec l'adverbe d'intensité si, ici, si lointaine. Il faut que je refasse le chemin, il faut qu'une fois encore j'arrache de mon pays toutes mes racines qui saignent. Même l'ivresse du souvenir est passagère. Elle n'a pas besoin de la proximité du lieu, mais le verbe arracher et saigner, ici, exprime la violence et la douleur de cette séparation, de ce départ, toujours recommencé. Me voici de nouveau, je t'appartiens. Je ne voulais qu'oublier le vent et la mer. Qu'oublier le vent et la mer, c'est oublier le réel assourdissant qui éloigne de soi, de ses origines. C'est une restriction, je ne que. Oublier le vent et la mer, c'est oublier ce jour gris, en fait. Il s'agit d'oublier ce jour gris qui donne son titre à la nouvelle. J'ai parlé en songe, c'est bien l'idée d'un rêve qui vient de se produire, un rêve éveillé.
L'interrogatif que t'ai-je dit, qui est déjà utilisé plus haut, oui, ici, c'est une espèce de confusion, comme quand on sort du rêve, justement. Ne le crois pas, deux fois aussi, anaphore ici. Ce pays, hein, un pays de merveille, ce pays a été transfiguré par le pouvoir de l'imaginaire. Mais existe-t-il vraiment? Est-il accessible à qui n'a pas la même conscience nostalgique? Au fond, ce paradis n'est-il pas inaccessible à tout autre? La négative, ne le crois pas, reprise deux fois, et une troisième négation, sous la forme impérative, n'y va pas. Et la négation lexicale en vain insiste sur cette impossibilité. L'imaginaire de Colette se construit sur l'utopie. Tu ne verrais qu'une campagne un peu triste qu'assombrissent les forêts, etc. Les termes censés représenter la réalité de ce pays, un peu triste, assombrissent les forêts qui tout à l'heure étaient des chevelures, hein. Pauvres, humides, bleuâtres, avec le suffixe péjoratif, nus, sont tous des termes dépréciatifs. La relative, qui clôt l'extrait, qui ne nourrit pas même les chèvres, insiste sur cette pauvreté qui s'oppose au foisonnement suggéré dans la rêverie. Hein, la chevelure embaumée, la fraise et la rose, l'herbe profonde, le verbe délicieux et apaisant. La célébration du monde semble donc impliquer l'idéalisation, la sacralisation, et la narratrice reconnaît elle-même que cet espace a été magnifié, transfiguré par la conscience nostalgique, et ici par l'écriture. Gaston Bachelard assurait qu'il faut embellir pour restituer. Or la première partie du texte fonctionne donc comme une rêverie poétique qui sublime le réel. La seconde, elle, nous ramène à une vision bien plus réaliste. Cette rupture paradoxale entre les deux évocations pourrait s'interpréter comme un désir d'authenticité et un refus chez Colette de sombrer dans un lyrisme béat et convenu. Que ce soit les paysages ou les êtres, elle tente toujours de les décrire dans leur ambivalence et fait très bien la part des choses entre utopie et réalité. Mais cela n'enlève rien à la force évocatrice du pays de l'enfance, qui est le socle à partir duquel elle se construit. Comme Proust, Colette veut transformer le transitoire en éternel.